De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Nadia Lamargui, Jean-François Kandji-Kombe et Camille Sari. Tout de suite, le dossier du jour. Il y a urgence. Avec près de 3500 morts de la fièvre Ebola, impossible d'attendre de longues années avant la mise sur le marché d'un vaccin. Des remèdes expérimentaux sont donc en cours d'élaboration. En Afrique, cette épidémie a mis en lumière la faiblesse de la recherche scientifique. Un reportage de notre correspondante au Bénin, Chirayu Wataima, et de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. La lutte contre les pandémies soumises au travers de la recherche scientifique en Afrique. Sur le front du développement humain, l'Afrique a réalisé des performances en matière d'éducation et de santé, notamment la baisse de la mortalité néonatale et infantile. Si cette ascension vers le bien-être des populations du continent semble séduire et drainer des investisseurs, en particulier les industries pharmaceutiques, force est de constater cependant une certaine passivité dans le domaine de la recherche scientifique pour contrer les pandémies. À l'étroit dans leurs marges budgétaires, les États tentent d'apporter une infime contribution à ce secteur non moins important de la santé publique. À l'heure où ces sociétés sanitaires implantent leurs succursales un peu partout sur le continent et s'enrichissent de ce sous-sol, des questions germent. Quel est leur apport dans la lutte contre les pandémies? Pourquoi se mettent-elles en retrait de ces batailles? À une échelle plus petite qu'une industrie pharmaceutique en termes d'équipement, les laboratoires locaux sont tout de même à l'avant-garde de la lutte contre les pandémies en Afrique et notamment le paludisme. Également appelé malaria, il fait près de 2,7 millions de victimes dans le monde chaque année, dont 80% des cas enregistrés en Afrique subsaharienne. Le laboratoire de l'unité de formation et de recherche de la Faculté des sciences et de la santé de Cotonou se consacre à l'étude du plasmodium, agent du paludisme. Nous menons des activités de recherche sur la résistance surtout. Donc nous recherchons des marqueurs de la résistance au niveau du palud. Nous surveillons aussi l'efficacité des médicaments actuellement utilisés. La lutte contre les larves d'Anophèle, vecteur du paludisme, a été pendant 5 années l'objet d'études d'un entomologue béninois, le professeur Thierry Alavo. Ses recherches ont démontré qu'on peut contrer la maladie par la pulvérisation de vers parasitaires dans des zones humides à fort taux de prévalence paludique. Un bio-insecticide, un insecticide biologique donc à base de vers qui parasitent et tuent les larves de moustiques qui transmettent le paludisme. Donc, une fois produit, nous diluons ce verre dans de l'eau et nous pulvérisons dans les eaux stagnantes qui contiennent les larves d'Anophèle. Depuis sa publication en mai 2013, cette innovation scientifique n'a point reçu l'accueil escompté. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et technologique du Bénin, une dizaine de solutions innovantes sont mises au point chaque année par les chercheurs. Mais le constat est que ces découvertes passent souvent inaperçues. En effet, seul 1% du budget national est alloué à la recherche scientifique au Bénin. Les scientifiques se heurtent à l'insuffisance des moyens financiers pourvus par l'État. Malgré les efforts que notre État fournit, les moyens financiers et matériels qui sont mis à disposition sont toujours loin des besoins. Et je crois que de ce côté-là, ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'État inscrive au rang de ses priorités la recherche. La faible contribution des États au développement de la recherche est commune à plusieurs pays africains. Face à cet apport financier parfois restreint des gouvernements, les industries pharmaceutiques devraient davantage s'investir dans ce secteur. Peu bruyante, assez silencieuse, la position offensive escomptée n'a point été perçue. Elles ont semblé répondre aux abonnés absents, par exemple, dans la protection des populations contre le virus Ebola. Une pandémie qui a occasionné plus de 3000 victimes en Afrique de l'Ouest, foyer de l'épidémie sur le continent. À l'assaut du virus Ebola, la Guinée, pays touché, a renforcé son système sanitaire avec l'appui de quelques institutions régionales et internationales comme la CEDEAO et l'OMS. Le renforcement des infrastructures et des systèmes de santé des 3 États s'avère indispensable. Il en va de même du personnel sanitaire, dont l'accroissement, la disponibilité et la compétence demeurent garants du succès de notre lutte commune. Je ne saurais occulter l'assistance financière, matérielle et logistique
dont le déficit innobe nos efforts. Toutefois, la Guinée a déjà adopté des mesures énergiques, aussi bien pour la prise en charge des malades que la prévention. Certains décideurs politiques affichent une indulgence face à ce mutisme apparent des industries pharmaceutiques. Pour eux, la notion de priorité en termes de lutte contre les pandémies s'impose. Le virus Ebola, bien que ravageur, est assez récent. Des chiffres illustrent cette intrusion massive des autres pandémies sur le continent. L'Afrique abrite 23 millions de séropositifs sur 40 millions de malades dans le monde. Chaque année, plus de 600 000 enfants naissent porteurs du VIH. Même si la portée destructrice de la fièvre hémorragique Ebola a quasiment obstrué le regard des populations sur les actions de ces industries pharmaceutiques, au dire de ces professionnels de la santé, il n'est point opportun de les incriminer. En matière de santé publique, on établit toujours des priorités. Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui les priorités sur le continent avant que cette épidémie ne surgisse? C'est le paludisme, c'est le VIH-Sida, c'est la tuberculose. Et là, nous avons beaucoup de laboratoires qui s'investissent sur ces maladies qui sont des maladies endémiques. Quant à Ebola, je confirme que les premiers cas sont apparus en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, il y a des laboratoires qui travaillent sur ce virus. Naguère exposé aux affres du virus Ebola, le Gabon a très tôt pris certaines dispositions pour faire face à cette maladie. Doté d'un centre de recherche scientifique, le pays exhorte les gouvernements africains à développer la recherche. Il faut mutualiser les moyens. Il faut encourager la recherche. C'est l'ancien président Omar Bongo Ondimba qui avait fait en sorte qu'il y ait un centre de recherche médicale à Franceville. Je crois que c'est là aussi le nœud. Parce qu'aujourd'hui, au Gabon, nous sommes capables rapidement de donner des tests. Quand on prend l'exemple qu'a donné le président Obiangema Mazoro d'un malade, nous avons eu cette situation. Quelqu'un est malade, rapidement, nous avons fait des tests qui ont prouvé que cette personne n'avait pas Ebola. Ça a rassuré tout le monde. Donc je pense que la recherche scientifique est fondamentale. Bien que la recherche n'ait point été au cœur des préoccupations de certains États africains pendant des années, il serait de bon ton d'évoquer quelques efforts réalisés. En effet, la Guinée équatoriale, de par sa contribution de 2 millions de dollars à la recherche, trace son sillon. Le Bénin essaie de lui emboîter le pas à travers la mise en place d'une société scientifique de lutte contre le VIH-Sida pour contribuer à l'amélioration de la riposte contre l'infection. Continent en plein essor, l'Afrique s'est vue affublée d'adjectifs peu flatteurs afférents à sa situation sanitaire. La controverse relative à l'implication ou non des industries pharmaceutiques dans la recherche pour contrer ces pandémies ne devrait pas supplanter une grande interrogation. Quelle politique mettre en œuvre pour assurer la promotion de la recherche scientifique en Afrique? Un véritable débat au sein des scientifiques africains, un défi que devra relever chaque État. Il y va de la survie des populations. Nadia, on peut le dire, la recherche scientifique a longtemps été ignorée par les États dans leur politique budgétaire. Oui, il semblerait que ignorer, c'est un bien faible mot. En l'occurrence, aujourd'hui encore, 1% du budget national, ça reste très très peu. Ignorer, c'est au-delà de ça, dans le sens où la recherche, ce n'est pas juste quelques savants fous dans un laboratoire qui font des choses qui ne réussissent jamais. Il faut savoir quand même que ça permet justement de travailler en prévention, parce que là, dans le sujet, on entend bien que les ministres et les personnes en charge de ces questions-là travaillent non pas en prévention, mais quelque part en solution, ce qui n'est pas vraiment la meilleure manière de soigner un État. Donc cette recherche-là permet justement non seulement de résoudre des problèmes existants, mais aussi de prévenir ceux à venir, de réfléchir à la manière la plus construite de lutter contre des maladies, des virus. On sait très bien que le continent est sur toutes les infrastructures de santé bien en retard. On voit très bien qu'il n'y a pas assez de dispensaires sur les questions de santé. Il n'y a pas assez de dispensaires, pas assez d'hôpitaux, pas assez de médecins formés et bien formés. Ces médecins-là ne sont pas assez rémunérés, les infirmières, les sages-femmes sont aussi dans des situations compliquées. Donc c'est un tout. La recherche, quelque part, c'est le plus loin
quelques pas du résultat final qui est censé être un malade dans un lit. Là, en l'occurrence, c'est réfléchir bien avant et réfléchir à d'autres manières de gérer ces questions-là. Sachant que normalement, dans les pays qui fonctionnent à peu près correctement, tous les partenaires s'y mettent, non seulement l'État, mais aussi des institutions internationales, des laboratoires de recherche. Des partenariats se tissent à travers le monde entre les différents laboratoires qui travaillent sur les mêmes questions. Là, on voit bien que sur le continent, on est loin de cette création de réseaux nécessaires justement à faire circuler l'information et nécessaires à faire avancer la recherche. Et là, peut-être qu'il faudrait aussi travailler à imposer à tous ces laboratoires qui viennent s'installer en Afrique une sorte de taxe à la recherche, en tout cas une obligation d'alimenter des centres de recherche universitaires qui sont la base de la réflexion sur la maladie. Jean-François, vous rejoignez l'avis de Nadia, il manque une vraie politique volontariste. Je rejoins totalement l'avis de Nadia et je vais prolonger. Je pense que cette question, comme beaucoup d'autres questions que nous abordons, est une question grave. Et c'est une question qui, en Afrique, je souscris au constat et je constate aussi, surtout, et ce sera ma première observation, que ce qui manque à l'Afrique, c'est une culture de la recherche scientifique. Nous sommes, tout le reportage le montre, nous sommes dans une forme de culture du « à chaque jour suffit sa peine », du jour le jour. On réagit lorsque on est au pied du mur. Avec la pandémie de l'Ebola, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. La recherche qui est en train de se faire aujourd'hui, ce n'est pas celle-là dont va sortir les soins contre l'Ebola. Donc cette culture scientifique, ce que j'entends par là, c'est faire entrer dans la tête des gens, faire entrer dans la tête des décideurs politiques que la recherche scientifique, c'est une affaire sérieuse, premièrement. C'est une affaire qui se fait sur le long cours, qui se fait dans le temps. C'est une affaire qui n'est pas nécessairement utile immédiatement. La plupart des découvertes qui ont été faites ont été découvertes par des laboratoires qui avaient été financés pendant des dizaines d'années pour faire des travaux dont on ne voyait aucunement l'utilité. Et c'est ça, la culture scientifique qu'il faut inculquer, insérer dans la manière de penser dans la politique sanitaire en Afrique. Et il faut commencer dès l'université. Dès l'université, dans les facultés de médecine, combien de laboratoires sérieux ? Dans les facultés de médecine, combien de docteurs, de thèses sont faites avec des laboratoires suffisamment armés pour pouvoir faire ces thèses-là, même si ça ne sert pas immédiatement. Combien sont outillés? C'est ça la politique scientifique. Ensuite, je me permets de vous couper. Est-ce que ce manque de culture dans la recherche scientifique n'est pas dû au fait que les États considèrent la recherche scientifique comme un luxe par rapport à des investissements plus urgents, enfin, qui leur paraissent plus urgents, comme des infrastructures? Il y a cette raison-là, mais il y a une raison, à mon avis, c'est pour ça que j'insiste sur la culture scientifique, il y a une raison plus fondamentale, c'est que on va vers quoi? On va financer quoi? Ce qui va se voir. Ce qui va faire que, on va dire, c'est un grand président, c'est un grand gouvernement. On va financer ce qui a de l'utilité immédiate. Il faut financer tout cela également, mais il faut admettre, il faut poser le regard sur l'horizon et se dire qu'il y a des choses, et notamment pour la recherche, c'est l'horizon qu'il faut regarder. Ensuite, il y a la question des moyens, je n'insiste pas lourdement là-dessus, la question des moyens, c'est vrai que nous n'avons... il faut des moyens. Il faut des moyens importants, financiers, pour acheter, par exemple, pour un laboratoire, le moindre petit instrument aujourd'hui, il faut compter des millions d'euros. D'où la question de la mutualisation des forces, la mutualisation au niveau d'un État, mais aussi au niveau de plusieurs États, voire même la répartition de la charge entre plusieurs États. Vous faites la recherche sur ceci, nous faisons la recherche sur cela, vous occupez de tel autre terrain. Camille, est-ce que l'épidémie d'Ebola, avec sa vitesse de propagation, peut être un élément déclencheur justement pour la prise de conscience des États pour investir davantage dans la recherche scientifique? Tout à fait, mais moi je voudrais donner un éclairage, je dirais, plus mondialisé. Quand on voit le virus du sida a été, la première fois, il est apparu en 1921. Et il a été circonscrit à une zone bien géographique, bien déterminée. C'est la contamination de l'homme par le singe. Mais le fait que ça a été négligé, le fait qu'il n'y a pas eu de travaux de recherche, il ne faut pas incriminer seulement
nos États, parce qu'il y a des responsabilités de nos gouvernements, aucun doute là-dessus. Mais il y a un problème de moyens. Les multinationales internationales, ils ont des moyens colossaux. Ça n'a rien à voir. Sanofi, par exemple, je prends un exemple, c'est le chiffre d'affaires de Sanofi, c'est le total du PIB de plusieurs États africains. Donc, tant qu'il n'y a pas une prise en compte internationale sous l'égide de l'OMS, ce que je dis, c'est pas quelque chose de tout à fait, je dirais, artificiel. Il y a eu une rencontre à l'UNESCO, il y avait des chefs d'État, il y avait le président donc, de la Guinée équatoriale, il y avait le président mauritanien, du Bénin, du Congo, il y avait plusieurs chefs d'État qui ont injecté 2 millions de dollars au niveau de l'OMS pour encourager la recherche scientifique. Enfin, ça, c'est une excellente initiative, mais il faut que le monde entier prenne en charge ce phénomène. Quand on voit le virus du sida, les dégâts que ça a causé, 26 millions de morts, mais ça s'est propagé sur l'ensemble de la planète. Ça a détruit des familles. Donc, tant que l'Occident lui-même, les pays, et puis les multinationales considèrent que ces problèmes sont locaux, africains, et que le marché africain sur le plan financier n'est pas rentable et qu'il ne faut pas développer de la recherche pour lutter contre ces épidémies spécifiquement africaines, quand ils comprennent que, et ça répond à votre question Fanny, que Ebola ça peut se transmettre, on l'a vu en Espagne, on a vu ça aux États-Unis, que ça peut se propager parce que on est dans un monde où il y a une circulation des hommes et des femmes et aussi des biens à l'échelle planétaire. Donc il faut une prise en charge collective et il faut la mutualisation. Moi je crois, c'est bien que chaque État encourage la recherche, met les moyens, tout à fait. Mais ça suffit. Non, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça a été dit. Ça a été dit par le ministre, donc le Premier ministre du Gabon. Il a bien dit. Il faut mutualiser. On voit la limite de l'action spécifique d'un État parce que c'est un problème collectif. Parce que ça circule les virus. Vous pouvez pas. Un État tout seul ne peut pas combattre Camille, on va essayer d'écouter l'avis de Nadia sur ce point. Camille a soulevé un problème. Est-ce que les industries pharmaceutiques, qu'elles soient d'ailleurs africaines ou internationales dans d'autres pays, parfois n'ont pas d'intérêt à trouver certains vaccins par manque de marché? Je dirais même plus, parfois elles empêchent les recherches sur tel et tel produit. Elles empêchent, par exemple, en revenant sur le cas du sida, un chercheur très, très connu asiatique avait réussi à faire une sorte de générique de la trithérapie. Et cette femme-là a tenté d'ouvrir une sorte de petite usine au Malawi, un pays qui est vraiment le plus touché par le sida, pardon. On l'a clairement empêché. On l'a empêché de faire la chose parce que l'intérêt des laboratoires, c'est que leurs produits à eux soient écoulés. Et connaissant le marché africain, et par exemple, au moment où le Maroc a signé les accords de libre-échange avec les États-Unis, moi j'ai été sidérée de voir que le Maroc a accepté que les produits pharmaceutiques américains, les brevets sur les produits pharmaceutiques américains soient plus longs au Maroc qu'ailleurs, empêchant ainsi l'industrie pharmaceutique marocaine empêchant ces produits-là de tomber les brevets tomber dans le domaine public, merci Jean-François, et ainsi empêchant le Maroc de produire ces produits-là. Il y a une volonté claire de certaines industries pharmaceutiques de garder la mainmise sur ces produits-là et empêchant. Peu importe pour eux le nombre de morts, ça ne les concerne pas. C'est des morts qui sont loin de leur préoccupation, loin de leur regard, de leurs états. Bien au contraire, plus il y a de maladies, plus plus ils écouleront de produits. Donc ils vont pas tuer quelque part la vache qui les engraisse. Donc il faut rester à la fois conscient et distant par rapport à ces industries-là et ne pas les empêcher, par exemple, d'avoir des brevets sur les produits qu'ils commercialisent, des brevets qui soient trop longs, parce que clairement, ça empêche les autres pays et les gouvernements de pouvoir développer des produits qui soient avec les principes actifs, mais avec des produits annexes moins coûteux, mais tout aussi efficaces. Jean-François, juste après, Jean-François, un manque d'intérêt pour le virus Ebola, pourtant qui existe depuis plusieurs années et qui n'est pas nouveau.
Un manque d'intérêt, je n'irai pas jusque-là. D'abord, avant de répondre à votre question, je voulais dire que je partage l'opinion de Camille, mais à moitié seulement, parce qu'en matière de recherche scientifique, il y a une synergie qui est de pure fait. Le fait que des laboratoires français aient trouvé un moyen, vous savez qu'il y a une infirmière française qui est revenue, qui a été soignée, qui est guérie, le fait que des laboratoires aient été financés en France par un État et qu'ils aient trouvé le moyen de soigner la fièvre Ebola, ça va se diffuser, ces soins vont, cette recherche scientifique va retentir en Afrique, en Amérique, etc. Donc il y a cet effet-là qu'il faut prendre en compte. Le défaut d'intérêt pour la recherche scientifique, que je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, si pour demain, pour demain, qu'est-ce qu'on fait sur, par exemple, les pharmacies, l'industrie pharmaceutique, je suis totalement opposé à ce qu'on leur laisse libre champ pour faire la recherche scientifique en Afrique, parce que il ne faut pas oublier, dans le passé, ils ont déjà commis des crimes. Je pèse mes mots. Ils ont commis des crimes en Afrique. Que des gouvernements les taxent pour pouvoir financer la recherche scientifique, d'accord, mais qu'on ne leur, surtout de grâce pour les populations africaines, qu'on ne leur laisse pas le champ libre. On va terminer là-dessus, merci. Un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le gouvernement gabonais a été remanié vendredi 3 octobre. Une équipe de 35 ministres marquée par 4 sorties et 6 arrivées. Mais surtout une confiance renouvelée à plus d'une vingtaine de personnalités et un nouveau ministre pour l'éducation nationale. Et la force régionale mise en place pour lutter contre le groupe terroriste Boko Haram entrera en action en novembre prochain. C'est la décision prise par les chefs d'État du Nigeria et des pays voisins au terme d'un sommet qui avait lieu ce mardi à Niamey. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa News Room.